Bonjour à tous, moi je m'appelle Camille Miard, je suis médecin en réanimation à l'hôpital Henri Mondor, mais j'ai travaillé sous la direction du professeur François Stéphan en réanimation à l'hôpital Marie-Lannelongue sur la thématique de la thrombondartériectomie pulmonaire, comme c'est le centre de référence, plus particulièrement chez les patients atteints d'un syndrome des antiphospholipides. Et donc on a réalisé cette étude dans le cadre de ma thèse de médecine et je n'ai pas de conflit d'intérêt. Tout d'abord, un rappel sur l'hypertension pulmonaire, même si Sylvain en a fait un tout à l'heure. Donc, l'hypertension pulmonaire est définie depuis les recommandations de 2020 comme une augmentation de la pression artérielle pulmonaire à plus que 20 mm de mercure, associée ou non à une augmentation des résistances vasculaires pulmonaires à plus que 3 unités Wood. Tout ça mesuré lors d'un cathétérisme cardiaque droit avec un cathéter de Swan-Ganz au repos, avec normalement une norme aux alentours de 14. L'hypertension pulmonaire post-embolique, elle constitue le groupe 4 de l'hypertension pulmonaire. C'est 6 cas par million d'habitants par an. Et elle est définie comme une hypertension pulmonaire précapillaire qui s'associe à des défauts de perfusion sur la scintigraphie pulmonaire après 3 mois d'anticoagulation curative. Et donc, vous avez une pièce de thrombondartériectomie pulmonaire sur la gauche. La prise en charge, en plus des traitements médicaux standards, c'est la thrombondartériectomie. Et parmi tous ces patients qui sont opérés, un des facteurs de risque, c'est le syndrome des antiphospholipides, avec un risque qui augmente de 4. Pour rappel, le syndrome des antiphospholipides, c'est une maladie auto-immune, avec des anticorps antiphospholipides circulants qui, en présence d'un second hit, qui serait ici la chirurgie en hypothermie, donc profonde, comme on l'a dit tout à l'heure, associée à la circulation extracorporelle, pourrait être à l'origine de complications. Et on va regarder en fonction du titre d'anticorps antiphospholipides. Donc, on a décidé de regarder chez ces patients atteints d'un SAPL, est-ce qu'ils étaient différents des autres patients opérés cette chirurgie, est-ce qu'il y avait un rôle des anticorps. Pour cela, on a réalisé donc, une étude rétrospective en réanimation à l'hôpital de Marie-Lannelongue sur une période de 14 ans et on a inclus tous les patients opérés d'une chirurgie de thrombondartériectomie pulmonaire. Donc sur la période, il y a 1391 patients qui ont été opérés. On a enlevé tous les patients qui avaient des tumeurs de l'artère pulmonaire et donc à la fin, on a 1354 patients qui ont été inclus, 56 patients avec un SAPL, 18 patients dans le groupe SAPL sévère ou avec un titre élevé à plus que 80. Et on a récupéré des données globales hémodynamiques, préopératoires, post-opératoires, notamment avec le cathétérisme cardiaque droit et les complications usuelles de réanimation et de la chirurgie de thrombondartériectomie pulmonaire. Ici, vous avez un tableau des caractéristiques des patients. Sur la gauche, quand on compare nos témoins et les SAPL, les SAPL sont significativement plus jeunes et c'est plus des femmes, et ça, c'est lié à la pathologie. Ils sont aussi moins hypertendus de base. Sur les données de cathétérisme cardiaque droit préopératoire, ils sont plus graves, avec des PAPM avec une médiane à 47. Par contre, en post-opératoire de cette chirurgie, il n'y avait pas de différence sur la pression artérielle pulmonaire moyenne. Et globalement, il n'y avait pas de différence non plus en fonction du titre d'anticorps antiphospholipides. Si on regarde vraiment l'étude sur la différence entre les SAPL et les patients contrôle, la mortalité, il n'y avait pas de différence, mais étant donné qu'on a très peu de SAPL et que de toute façon, il n'y a pas eu de décès, ça paraît logique. Par contre, sur les complications, il n'y avait pas de différence sur la durée d'hospitalisation, qui est en moyenne de 6 jours, pas de différence sur la reprise pour une hémorragie et pas de différence sur la survenue d'une rethrombose. Par contre, dans le groupe SAPL, il y avait significativement plus d'épilepsie, jusqu'à 16% dans le groupe SAPL, mais ce qui est concordant avec les données de littérature chez les patients avec un SAPL opéré, et plus de délirium. Quand on comparait avoir un titre élevé et un titre modéré, donc sur l'évolution du score SOFA sur les 5 premiers jours, on n'avait pas de différence, donc des gravités comparables. Et sur la figure 2B, vous avez l'évolution du taux de plaquettes sur les 5 premiers jours. Et là aussi, il n'y avait pas de différence sur cette évolution. Donc elle diminuait de la même façon, elle remontait de la même façon. Par contre, dans le groupe titre élevé, il y avait plus de thrombopénie profonde, donc à moins de 50 gigas par litre, mais pas de différence sur la rethrombose et la reprise au bloc opératoire pour un saignement. Donc les deux messages importants de l'étude, c'est que finalement, les patients avec un SAPL, ils sont comparables aux témoins, ils ne font pas plus de complications, hormis les complications standards qu'ils font dans toutes les chirurgies. Et avoir un taux d'anticorps élevé en préopératoire, bien que ça favorise la thrombopénie, il n'y a pas d'effet sur le risque hémorragique, il faut juste bien les monitorer.
Et après, bien évidemment, la limite principale de l'étude, c'est qu'elle est rétrospective, elle est monocentrique, mais c'est quand même une étude, une grosse base de données. Je vous remercie.